Professeur Charles Durand, vous êtes président du comité consultatif de l'Association suisse contre les abus de la psychiatrie. Vous êtes médecin psychiatre, vous avez une immense expérience en ce domaine et j'aimerais vous poser quelques questions en ce moment où la psychiatrie est contestée à mains égards. Qu'est-ce pour vous qu'un malade psychiatrique? Qu'est-ce qu'un soin psychiatrique? Bref, quel est l'objet même de la psychiatrie? Alexandre Bruckmann, je suis heureux que vous me posiez ces questions. Parce qu'il est évident que depuis quelques années, circulent, et particulièrement dans les médias, un certain nombre de rumeurs, de propos même parfois un peu calomnieux, il faut bien le dire, et ici même, dans ce pays, en Suisse romande, au sujet de la psychiatrie. Et à ces propos qui angoissent une partie de la population, qui comprend parfois des malades, des familles de malades, ou qui s'inquiètent du sort de leurs compatriotes, à ces propos viennent s'ajouter des informations nous venant de pays étrangers où on présente des faits, et des faits qui ont été vérifiés, où l'on montre que des sujets qui ne pensent pas comme tout le monde, qui ont des opinions politiques ou religieuses différentes, sont brutalement jetés dans des hôpitaux psychiatriques où ils subissent des traitements. Alors effectivement, devant tout cela, vous avez bien raison de me demander, mais qu'est-ce que c'est que cette psychiatrie? Qu'est-ce que c'est qu'un soin psychiatrique? La psychiatrie, tout d'abord. La psychiatrie, c'est une discipline médicale, il ne faut jamais l'oublier. Une discipline médicale qui naturellement s'intéresse à une forme particulière de la pathologie, celle que l'on a définie très souvent comme étant une pathologie de la liberté. Et je retiendrai surtout pour cette émission cette définition. La psychiatrie s'intéresse donc à des patients, à des malades qui, du fait de certaines circonstances pathologiques particulières, ont perdu la possibilité de s'exprimer librement. Et qu'est-ce qu'un soin psychiatrique? Un soin psychiatrique, c'est tout simplement le fait que des gens spécialisés, infirmières, infirmiers, médecins, s'occupent de ces malades précisément pour leur rendre la liberté. Mais dans ce cas-là, pourquoi et comment en est-on venu à faire de cette discipline une sorte d'instrument de répression, comme vous venez de le citer tout à l'heure? Exactement, et c'est là une perversion de notre discipline. Et cette perversion a surgi dans certains pays totalitaires. Pourquoi? Parce que, évidemment, il est infiniment plus simple de faire disparaître des gens qui peuvent être considérés par ce milieu social comme dangereux parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les normes préconisées par ces sociétés totalitaires, et que, grâce au fait de pouvoir les interner, les déclarer des malades, nous n'avons plus de tribunaux, nous n'avons plus de juges, nous n'avons plus de bourreaux, nous n'avons plus par conséquent de victimes, nous avons simplement des cliniques, si l'on peut dire, des médecins, si l'on peut dire, et des faux malades, naturellement. C'est la disparition de l'atteinte à la liberté d'opinion par la dissolution dans la maladie et dans l'application perverse d'une discipline médicale. Là, vous répondez à la question pourquoi. Je vous poserai la question comment. Alors, quel type de diagnostic établit-on et sur quoi est-ce qu'on se fonde? Enfin, il y a quand même tout un encadrement. Oui, il y a d'abord l'encadrement, n'est-ce pas? Et l'encadrement, et moi j'aimerais vous montrer ici quelques photos d'hôpitaux psychiatriques. Voilà un de ces bâtiments qui existe dans un pays de l'Est. Ce bâtiment, vous allez voir le second cliché,
et puis ensuite le troisième. Voilà. La série de ces trois clichés est impressionnante. Car voilà un hôpital, mais un hôpital qui a un aspect absolument carcéral. Cet homme derrière ces barreaux est un homme qui est peut-être un malade, mais qui est aussi peut-être un homme qui est absolument sain d'esprit et qui, dans ces conditions, représente une espèce d'effort, de tension pour essayer de franchir cette barrière qu'on a dressée entre lui et, si je puis dire, la liberté de ses opinions. Vous parlez d'opinion. S'agit-il d'opinion politique? S'agit-il d'autre chose? Et quel est le diagnostic porté pour ces opinions déviantes, divergentes, non conformes? Il y a naturellement d'abord des opinions politiques. Les opinions politiques, et il y a un cas qui est très connu, entre autres, c'est le cas de Pliouche. Pliouche que vous voyez ici, avant son arrestation et sa mise forcée à un hôpital psychiatrique spécial, et Pliouche encore, vous allez voir le deuxième cliché, ici, qui est le Pliouche après plusieurs années dans un hôpital psychiatrique à Dniepropetrovsk. Derrière lui, sa mère, Pliouche bien changé, Pliouche qui est sorti de là diminué physiquement, naturellement, et qui psychologiquement n'a pu reprendre une vie normale qu'après plusieurs mois de réadaptation. Pliouche qui est un homme qui a été interné à la suite d'un diagnostic des plus étranges et qui ne correspond absolument à rien, même sans connaître la psychiatrie, on peut très bien s'en rendre compte, car le certificat d'internement de Pliouche, je l'ai eu en main. Il m'a été montré par un psychiatre soviétique dans le congrès mondial de psychiatrie à Honolulu. Ce psychiatre qui avait trouvé que Pliouche était malade avait porté comme diagnostic celui de schizophrénie sans symptômes. C'est-à-dire qu'il n'y avait absolument pas de manifestation extérieure de la maladie, mais simplement une potentialité de devenir un malade. Et cette potentialité était basée sur quoi? Sur le fait que Pliouche avait purement et simplement critiqué le régime dans lequel il vivait, tout en étant communiste. Alors on avait vu idéologiquement communiste, idéologiquement marxiste. Et on avait vu une manière pour lui d'être malade dans le fait qu'on ne pouvait pas à la fois être marxiste et en même temps critiquer le régime soviétique. Voilà les raisons qui ont provoqué l'internement si prolongé et si dur dont Pliouche avait été l'objet. Je crois qu'on a aussi des exemples venant d'Amérique latine. On a aussi des exemples venant d'Amérique latine, peut-être pas tout à fait dans le même sens, pas exactement dans le sens de l'emprisonnement dans un hôpital psychiatrique, mais il est bien évident qu'en Amérique latine, les psychiatres, certains psychiatres, d'un côté, sont très souvent persécutés. Nous avons malheureusement plusieurs de nos confrères qui ont disparu, en Argentine en particulier. Et puis, par ailleurs, nous avons aussi, hélas, pu constater que certaines formations psychologiques ou psychiatriques étaient utilisées par le pouvoir pour appliquer des tortures psychologiques. Ceci est abominable. Mais, pour en revenir à la question des motifs réels d'internement sous un couvert psychiatrique pas très convaincant à ce que vous dites, y a-t-il d'autres motifs que politiques? Il y a aussi des motifs autres que politiques. Ce sont des motifs de déviation sociale, de déviation par rapport aux normes, en dehors même de la politique. Des chrétiens, par exemple. On peut citer l'exemple de Valeria Makeyeva, dont voici la photographie. Cette femme a été internée pendant 3 ans dans un hôpital psychiatrique uniquement parce qu'elle avait brodé des versets de psaumes sur des ceintures. On peut citer aussi l'exemple tout à fait récent
de ces travailleurs soviétiques qui ont essayé de constituer un syndicat indépendant, exactement comme l'exemple qui a lieu si dramatiquement en Pologne, le syndicat Solidarité. Ces travailleurs soviétiques ont constitué un syndicat, ont tenté de constituer un syndicat indépendant. Un certain nombre d'entre eux a été enfermé dans un hôpital psychiatrique. Et d'ailleurs, une communication à la presse récente du Bureau international du travail a signalé la chose à l'attention de l'opinion publique. Mais l'internement forcé peut-il avoir lieu chez nous, en Suisse? Voilà une bonne question, car c'est une question en effet qui circule dans le public. Eh bien, je vous dirais que les conditions ne me paraissent pas être réalisées chez nous, ici, sur le territoire de la Confédération. Et pourquoi? Est-ce que nous serions meilleurs que les autres? Je ne pense pas que ce soit seulement sur une raison de cet ordre et sur des raisons de caractère particulier des gens qui habitent ce pays. Non, cela repose sur deux considérations qui sont fondamentales à mes yeux pour éviter ces abus. La première, c'est l'indépendance des médecins. Voyez-vous, lorsqu'un médecin est dépendant du pouvoir, eh bien, on peut le manipuler. Ici, en Europe occidentale, nous devons le dire, les médecins, l'honneur des médecins, c'est d'être complètement indépendants du pouvoir, c'est le serment d'Hippocrate. Et puis, il y a une deuxième considération. C'est la loi elle-même, et la loi qui nous fait une obligation d'examiner des malades, et si nous sommes obligés, pour faire soigner des malades, parce que leur protection, parce que la nécessité de les soigner, même s'ils ne veulent pas être soignés, parce qu'une des grandes caractéristiques de la maladie mentale est souvent le fait que le malade lui-même ne se reconnaît pas comme malade et ne peut pas donc lui-même demander des soins. Et si nous sommes obligés, par conséquent, de le soigner alors qu'il n'est pas encore en mesure de demander, lui, des soins, nous devons, à ce moment-là, le mettre dans une position de soigner, non point en fonction d'un comportement social, non point parce que cet homme nous paraît étrange, nous paraît bizarre, parce que ce jeune garçon a des cheveux longs, parce qu'il a pris quelques drogues, parce qu'il a des opinions politiques anarchisantes, asociales, etc. Absolument pas. Le psychiatre n'a pas du tout à s'intéresser à ce problème-là. Ce n'est pas en fonction de cela qu'il va le faire soigner. C'est en fonction d'une structure pathologique, c'est-à-dire par l'étude des structures de son système nerveux et de sa psychologie, et de conclure dans cette étude qu'il y a l'existence réelle d'une maladie mentale qui nécessite un soin. Voilà le seul vrai critère qu'un médecin indépendant fera là-dessus. Vous venez de définir là une attitude psychiatrique conforme au serment d'Hippocrate. Ça soulève immédiatement une question. Dans les pays totalitaires que vous avez cités, n'y a-t-il pas des psychiatres qui se battent contre cette perversion de leur profession et de l'éthique médicale? Absolument, absolument. Et j'aimerais montrer ici une photographie d'un homme pour lequel nous avons le plus grand respect et que nous espérons un jour pouvoir accueillir en Suisse. Cet homme, c'est Simeon Glucksmann. Le voici, avant qu'il ne soit arrêté, le voici il y a 2 ans, en 1979, après qu'il avait déjà subi de nombreuses années d'internement. Pourquoi ce psychiatre a-t-il été arrêté? Parce qu'il a refusé de signer des certificats d'internement, parce qu'il a fait une expertise à propos d'un dissident soviétique, le général Grigorenko, et qu'il l'a reconnu indemne de toute maladie mentale. C'est à cause de cette révolte que cet homme a été arrêté et emprisonné, et qu'il est encore l'objet de mesures très sévères, très dures pour lui. Y en a-t-il d'autres? Il y en a certainement d'autres. Voici par exemple le docteur Goryagin. Le docteur Goryagin, qui est un des derniers membres de la commission de Moscou, qui a été arrêté encore récemment. Et maintenant, cette commission, qui était composée de 6 personnes, nous pouvons les voir ici, si on peut nous les montrer. Voilà Podrabinek,
et son frère, qui est également un travailleur psychiatrique, et puis les quelques autres que vous voyez là, tous ces membres de la commission de Moscou pour l'étude des cas psychiatriques ont tous été arrêtés parce qu'ils ont signalé cette perversion particulière qui consiste à interner des gens dans les hôpitaux psychiatriques alors qu'ils n'ont aucune maladie mentale. Par quels moyens peut-on donc lutter contre cet état de choses? Bien, écoutez, on peut lutter contre cet état de choses. Je dirais que sur place, dans les pays où cette perversion médicale existe, et il y a sur place peu de moyens, peut-être que le malheureux interné pourrait simplement arriver à se rétracter. Ce n'est pas évidemment pas une solution. Par contre, ce que je veux signaler, c'est qu'il est capital pour tout le monde ici de lutter et de faire pression et de signaler toutes ces horreurs qui se passent au nom d'une science médicale qui est cependant destinée à libérer les hommes et qui ici ne s'emploie qu'à les opprimer. Et le rôle de l'association suisse là-dedans, et notamment, pas seulement pour combattre des choses qui ont pu avoir lieu ailleurs, mais également pour prévenir un danger éventuel dans notre propre pays. Comment le définiriez-vous? C'est à la fois de signaler tout ce qui se passe ailleurs, d'écrire, de manifester. Ce que nous faisons par exemple aujourd'hui, c'est aussi, à titre préventif, d'étudier, et nous avons eu l'occasion de le faire, dans quelles conditions les meilleures, la garantie de tous les citoyens peuvent être dans ce pays assurés grâce à des textes de loi dans lesquels, ce que je vous disais tout à l'heure, voici le texte d'un projet de loi qui est devenu effectif pour le canton de Genève, dans lequel il est bien clair que tout ce qui a trait à une déviance sociale ne peut pas conduire automatiquement à un internement psychiatrique. Vous établissez donc un lien entre ce texte de loi et l'action de l'Association suisse contre les abus de la psychiatrie. Ah oui, je dirais même qu'il y a un lien tout à fait direct, en ce sens que ce préambule à la loi genevoise qui est maintenant applicable, dans ce préambule, le législateur a repris les propres termes d'un des travaux de notre association sur les modalités qui doivent être appliquées devant la nécessité de l'internement de certains malades mentaux. C'est dire que le travail que nous faisons à propos de cette perversion de la psychiatrie qui se situe ailleurs n'est pas inutile pour une réflexion sur ce qui peut se passer chez nous, dans nos pays démocratiques, car il n'est jamais trop tôt pour donner à ces pays toute l'armature légale de façon à préserver au maximum les droits du citoyen. Cela tendrait donc à confirmer ce que vous a écrit Semyon Glucksmann. Votre action n'est pas un bien absolu, mais ne rien faire est un mal absolu. Et ça tend également à montrer que votre action mène à une réflexion globale et par là même à une action qui peut également être bénéfique en Suisse même. Absolument. Je vous remercie, professeur Durand.